Chers collègues, nous ouvrons donc la première session dont la question est simple et engageante. Quelle réponse de l'Union européenne face à la crise en Ukraine? Alors on a déjà assez fortement débroussaillé le terrain, mais maintenant nous allons entendre sur cette question des experts qui vont nous éclairer sur un ensemble d'aspects techniques qui, évidemment, nous permettront d'apprécier plus exactement les options qui sont les nôtres. Alors, la première intervention sera celle du général d'armée aérienne Éric Hautelet, qui est major général des armées françaises. Donc, mon général, vous avez la parole. Vous montez à la tribune. Moi, j'ai l'honneur d'être au plateau. Je suis député à l'Assemblée nationale. J'aurais peut-être imaginé d'être un jour au perchoir, comme on dit à l'Assemblée nationale. Eh bien non, je suis au plateau, comme on dit au Sénat. Et vous êtes à la tribune, mon général, et nous vous écoutons. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mon général amiral, Mesdames, Messieurs. L'agression militaire ouverte et assumée de la Russie contre l'Ukraine est l'une des plus graves violations de l'ordre de sécurité européen depuis des décennies. Par cette décision et ces actions, la Russie a bafoué le droit international et attaque les fondements même des valeurs que nous défendons, notamment au sein de l'Union européenne. Cette agression armée a été condamnée avec la plus grande fermeté par toutes nos autorités politiques, et notamment le président Macron. Alors, que voyons-nous de la crise en Ukraine? Nous voyons un État qui, pour parvenir à ses fins, n'hésite pas ou n'a pas hésité à recourir hier à des manœuvres d'intimidation, aujourd'hui à des actions de force ou de guerre, et demain du fait accompli. Délaissant le continuum traditionnel paix, crise, guerre, qui avait prévalu dans la doctrine post-guerre froide, nous faisons face désormais à des stratégies hybrides qui jouent d'abord dans les intervalles, qui utilisent la dualité pour semer la confusion ou rendre plus difficile l'attribution et qui vont jusqu'à l'affrontement. Nous devons nous approprier ce nouveau triptyque de la conflictualité qui voit coexister trois états de relations entre les puissances: la compétition, la contestation et l'affrontement. La compétition semble être devenue l'état normal des relations internationales, renforcée par la désinhibition de certains États vis-à-vis des règles communément établies de notre architecture de sécurité. Des États qui n'hésitent pas à recourir à des manœuvres d'intimidation et de fait accompli pour parvenir à leurs fins. Cette situation de compétition exacerbée peut évoluer en une contestation ouverte ou larvée. C'est le cas aujourd'hui dans les domaines immatériels comme le cyber ou le champ informationnel, où les agressions se répètent et les menaces se concrétisent souvent. Enfin, l'affrontement, comme en Ukraine, constitue le stade ultime, en gardant à l'esprit que ce troisième stade peut se combiner aux deux autres. Alors comment y répondre? Au cœur de cette nouvelle dialectique des volontés, il est nécessaire et même vital d'afficher notre solidarité stratégique et d'incarner notre cohésion et notre détermination. Solidarité, cohésion, détermination, ces mots prennent une résonance particulière aujourd'hui. Au niveau militaire, pour exprimer la force de leur sens, il est de notre devoir de poursuivre et de renforcer notre coopération, nos coopérations et notre interopérabilité. À ce titre,
Le cadre de la boussole stratégique nous y invite remarquablement en proposant des objectifs à la fois thématiques et calendaires qui vont structurer nos efforts communs. Le chef d'état-major des armées françaises s'inscrit pleinement dans ces travaux lorsqu'il propose les priorités suivantes. D'abord, une forme de pragmatisme concernant l'approche des opérations. Nous devons privilégier des cadres d'engagement qui laissent une marge de manœuvre et de compatibilité avec la temporalité des processus de décision de chaque État membre. La recherche de structures ad hoc et de coopération structurelle avec les pays partenaires afin de gagner en réactivité et en agilité. Ensuite, un réalisme vis-à-vis des menaces contemporaines qui doit nous conduire à repenser notre ambition de gestion de crise. Les crises ont évolué, comme je vous l'ai décrit avant, avec un nouveau triptyque, et nous devons prendre en compte leur durcissement avec des capacités robustes qui doivent figurer dans nos préoccupations de moyen terme. Nous devons également prendre en compte les nouveaux espaces et champs de conflictualité, l'espace, le cyber ou le champ informationnel. Enfin, et ce point est évidemment lié aux deux premiers, une expertise militaire partagée et intégrée au sein des organisations pour permettre de contribuer aux réponses politiques à tous ces nouveaux défis. Je conclurai en mentionnant que les événements en Ukraine sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Ces événements n'ont pas d'équivalent depuis la guerre froide et il nous appartient donc de poursuivre nos efforts communs. D'abord en préservant la cohérence de nos travaux. La continuité d'esprit des présidences successives, passées et à venir, fournit une excellente preuve de cette solidarité. Au niveau militaire, cette cohérence passe également par la complémentarité entre l'Union européenne et l'OTAN, fondement de notre défense collective. Ensuite, en adressant les conséquences géopolitiques de l'agression russe, notamment en s'interrogeant d'une part sur l'ambition opérationnelle de l'Union européenne, qui est l'expression politique de sa solidarité stratégique, et deuxièmement en travaillant sur de nouveaux outils pour faire face aux nouveaux enjeux de sécurité et de conflictualité, ce qui sera l'expression de sa cohésion et de sa détermination. Je vous remercie. Je vous remercie, mon général. Maintenant, nous allons entendre l'intervention de Madame Alice Guiton en visio. Madame Alice Guiton est directrice générale des relations internationales et stratégiques, la DGRIS, au ministère des Armées, et je me permets de dire que c'est une des plus grandes spécialistes françaises de la question stratégique. Donc, Madame Guiton, c'est à vous. Si la technique fonctionne, nous allons vous entendre. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'espère que vous m'entendez. Et avant toute chose, bien entendu, j'aurais aimé être avec vous au Sénat, dans l'hémicycle, en personne. Mais l'urgence de la situation ne me le permettait pas et je tenais cependant à quand même pouvoir intervenir auprès de vous et participer aux échanges, au moins par visioconférence. Car évidemment, l'ensemble de nos communautés, la communauté des représentations nationales joue un rôle plus qu'essentiel aujourd'hui dans l'appropriation par les Européens des enjeux de sécurité majeurs auxquels nous sommes confrontés et ce lien indispensable pour la compréhension des opinions publiques de ce qui est en jeu. Alors évidemment, l'invasion en cours de l'Ukraine constitue un tournant pour l'histoire de l'Europe et bien sûr pour notre pays. Après avoir menti et feint de consentir à emprunter la voie de la diplomatie, Vladimir Poutine a fait le choix clair de la guerre. C'est un choix délibéré qui contrevient à tous les engagements pris par la Russie et constitue une violation inacceptable et incontestable de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. C'est aussi un choix conscient, fait au mépris de l'ensemble des efforts diplomatiques intenses engagés par la France, les Européens et les États-Unis pour proposer une issue pacifique à cette crise et rétablir la stabilité stratégique en Europe. C'est une décision sans provocation, basée sur des justifications détachées de toute réalité et renvoyant à une conception du monde qui n'est pas acceptable, qui n'est pas la nôtre. C'est un choix enfin que nous condamnons
avec la plus grande fermeté. Il entraînera et entraîne déjà des conséquences massives et un coût sévère. Aujourd'hui, naturellement, la France est pleinement solidaire de l'Ukraine et se tient aux côtés des Ukrainiens. Leur liberté est aussi la nôtre. Et nous poursuivons tous nos efforts, y compris encore diplomatiques, dans tous les formats. Et je pense à l'Union européenne, mais aussi à l'Organisation des Nations unies et à l'OTAN, pour que cette guerre cesse. Nous avons déjà apporté et continuerons à apporter à l'Ukraine une aide en matière économique, financière et humanitaire, ainsi que d'équipements militaires. Mais dans cette crise, j'aimerais souligner avec force que notre unité, notre cohésion, dont nous avons jusque-là fait preuve avec beaucoup de détermination, est clé. Dans les semaines précédentes, nous n'avons cessé de consulter nos partenaires. Et dans les jours et heures qui viennent, cet impératif continuera de guider notre action, malgré les tentatives pour nous diviser et qui pourraient se prolonger dans le temps long. Plus que jamais, nous avons besoin d'unité entre alliés, entre États membres de l'Union européenne et de fermeté à l'égard de la Russie. Et je crois que la conférence de presse tenue hier par le secrétaire général de l'OTAN, le président de la Commission européenne et le président du Conseil de l'Union européenne représentait un signal très fort, y compris vis-à-vis de Moscou, de cette unité et de la complémentarité de nos différentes organisations dans cette réponse. L'Union européenne elle-même a réagi de manière unie, ferme et rapide. Un premier paquet de sanctions avait d'ores et déjà été adopté mardi et avait pris effet mercredi soir. Et dès jeudi matin, la condamnation des 27 s'est faite dans des termes sans ambiguïté. Le Conseil européen qui s'est tenu hier soir a permis d'infliger des coups déjà très sévères à Moscou, sur des personnes, sur des secteurs de la finance, ciblant 70% du secteur bancaire russe, de l'énergie, des transports, de l'export et sur les visas. Ne nous trompons pas, ce qui a été décidé est d'une nature tout à fait différente de ce qui a été mis en œuvre par le passé. Et nous l'avons fait avec une célérité inédite. L'Union européenne apportera aussi une aide économique sans précédent, à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Au-delà de l'Union européenne, bien sûr, l'OTAN, alliance défensive, n'a cessé d'offrir à la Russie la possibilité, là aussi, d'un dialogue exigeant, selon nos termes. Il n'y a pas aujourd'hui d'attaque sur le territoire d'un des alliés. Heureusement. L'OTAN se tient toutefois prête à toute éventualité, d'où l'activation des différents mécanismes agréés, que ce soit les plans de réponse gradués de l'OTAN et les consultations qui se sont tenues sur la base de l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Cet après-midi à 15 h, un sommet de l'OTAN virtuel se tiendra aujourd'hui pour prendre collectivement la mesure de la situation et réaffirmer des principes forts. En solidarité avec nos alliés, nous allons, nous-mêmes, la France, renforcer notre contribution à la présence avancée en Estonie, accélérer notre déploiement en Roumanie et restons prêts à déployer la force de réaction rapide, la VJTF, dont nous assurons cette année le commandement s'agissant des composantes aériennes et terrestres. Enfin, à l'ONU, nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations unies, car cette crise n'est pas seulement une crise européenne. Ce que viole la Russie, ce sont les fondements de l'ordre international dans son ensemble. C'est donc bien notre équilibre et la stabilité mondiale qui sont en jeu. Enfin, l'invasion russe doit nous amener, nous, Européens, à une prise de conscience. Le monde a non seulement changé, mais ce nouveau monde, où la violence est présente, appelle plus que jamais à un réveil stratégique des Européens que déjà nous posions comme un objectif pour notre présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cela nécessite un engagement renouvelé de tous les Européens vers une ambition opérationnelle solide dont la boussole stratégique pourra être le vecteur. Une capacité à réduire nos dépendances et à renforcer notre résilience, y compris face à toute forme d'intimidation. Et enfin, une capacité à être... Il y a un petit problème. C'est ennuyeux parce que c'est au moment où on parlait de la résilience. Est-ce que techniquement vous pouvez m'éclairer sur...
Madame Guitton, avec détermination, mais il ne fallait pas que sa détermination atteigne la vidéo. On va enchaîner avec le rapport suivant à ce moment-là, monsieur. Bon, Mais Monsieur Fries, c'est en vidéo aussi. Oui, mais c'est pas nous qui marche. C'est la connexion de Madame oui, Guitton qui marche. on n'attend pas. Bon, écoutez, je pense qu'on redonnera à Madame Guitton la possibilité de conclure son propos, mais on va sans tarder appeler l'orateur suivant, qui est lui aussi en visio, Monsieur Charles Fries. Alors, si j'étais très bruxellois, je dirais secrétaire général du PSDC au SEAE. Et comme je suis soucieux en démocrate, en bon démocrate, que les gens comprennent ce que les mots veulent dire, je dirais secrétaire général adjoint pour la politique de sécurité et de défense commune, PSDC, au service européen pour l'action extérieure, SEAE. Monsieur Fries, si vous êtes là, vous avez la parole. Est-ce que ça... Ah. On l'avait tout à l'heure, mais... Il déconnecte aussi. Bon. On va passer à Monsieur Giuliani, puis on reviendra aux deux visioconférences. Bon, mais écoutez, ça n'est pas grave, car on n'interrompra pas Monsieur Fries, puisqu'il n'a pas commencé. Mais en revanche, nous avons ici, devant moi, je le vois, Jean-Dominique Giuliani. Jean-Dominique Giuliani, Jean-Dominique Giuliani, qui est président du conseil d'administration de la Fondation Robert Schuman et qui est un expert, plus qu'un expert, reconnu de toutes les questions européennes, notamment des questions stratégiques. Monsieur Jean-Dominique Giuliani a une longue habitude de cette maison dans laquelle il a servi brillamment de nombreuses années. Cher Jean-Dominique, vous prenez la tribune et la salle est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais essayer de pallier les carences techniques pendant que nous réparons des problèmes de diffusion, juste pour m'adresser à cette très noble assemblée qui représente les peuples et les démocraties d'Europe. Et leur dire que si aujourd'hui nous regrettons combien notre ami de l'Ukraine est seul et ressent la solitude, il faut que nous soyons conscients que dans le paysage qui va se redessiner dans l'avenir, l'Europe, l'Union européenne est seule aussi. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est la liberté de décider, l'indépendance dans la décision, pour l'action, mais aussi pour atteindre des objectifs précis. Et lorsque vous devrez redessiner la carte de l'Europe, les objectifs de l'Europe, la défense de l'Europe, vous serez seul. Oui, nous avons des alliés, mais ils sont lointains et ce n'est pas eux qui vont décider de l'avenir de l'Europe. Et donc l'autonomie stratégique aujourd'hui, elle est, comme Madame Guitton était en train de le dire, elle est globale. Elle concerne notre résilience, notre résistance, mais aussi notre capacité de décider seul. Et la présidence française du Conseil de l'Union européenne a beaucoup insisté, vous le savez, sur ce concept d'autonomie stratégique. L'avenir de l'Union européenne, de sa sécurité, ne se décidera pas ailleurs que sur le continent européen. Et c'est ce message qu'il faut que vous essayiez, vous, représentants des parlements nationaux, de faire partager et d'expliquer dans chacun de nos États. Nous devons décider par nous-mêmes de ce que nous voulons faire de l'Europe, de nos relations avec la dictature russe qui s'agite aujourd'hui et qui grignote nos positions partout en Europe. Nous devons décider par nous-mêmes ce que nous voulons de notre autonomie et de notre indépendance technologique
économique, politique, et c'est personne d'autre que nous, Européens, qui pourra le décider. C'est la raison pour laquelle ce concept d'autonomie stratégique, parfois mal compris, il ne veut pas dire que nous nous écartons de nos alliances. Nous sommes dans l'alliance des démocraties et des pays libres. Nous avons des alliés. Mais les meilleurs alliés sont toujours les plus proches. Et les meilleurs alliés ne sont pas ceux qui sont au loin. L'histoire nous apprend que sinon nous tombons dans la solitude. Cette autonomie stratégique, ce doit être pour nous une priorité majeure, comme le général l'a rappelé en matière de défense et de sécurité, comme Madame Guitton commençait à le dire en matière globale d'autonomie et d'indépendance. Ça commence par penser entre nous, penser dans la solidarité en regardant l'avenir, mais en étant nous-mêmes conscients que c'est nous et nous seuls qui déciderons de l'avenir de notre Union européenne. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Giuliani. Alors, est-ce que Madame Guitton, je m'adresse à elle, est-ce que Madame Guitton est connectée avec nous de manière que nous puissions l'entendre? Oui, attendez, si Madame Guitton, il faudrait mieux finir, si c'est pas possible. Bon, on l'a pas. Est-ce que Monsieur Fries est connecté avec nous? Je pose la question. Et... hors de l'oubli ou m'avoir relais. Ah, voilà Monsieur Fries. Donc, je vous cède, je vous donne la parole pour parler donc au nom du SEAE, en fait. À vous, cher Charles Fries. Ah, est-ce qu'on l'entend? On l'entend? Non. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Ce qui est embêtant. C'est compliqué. Cette présidence est chaotique. Attendez, bon. Bon, bah écoute. On va passer aux orateurs. Attendez, moi j'ai sur ma liste de nombreux experts. Alors, les experts, soit sont inaudibles, soit se sont décommandés. Donc, c'est un peu ennuyeux. Donc, on va passer aux orateurs parlementaires. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions. Et d'abord, le premier, alors c'est 1 minute par orateur, compte tenu du fait que nous avons beaucoup eu de défaillances dans les experts, peut-être qu'on peut passer à 1 minute 30. Voilà, oui, on sera souple, ma non troppo. Donc le premier orateur est Monsieur Nik Prebil de l'Assemblée nationale de Slovénie. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci, dear colleagues. Merci. Chers collègues, la situation en Ukraine, aux frontières de l'Union européenne, elle est terrible. Et la réponse de l'Union européenne à cette invasion, agression terrifiante de la Russie doit être ferme. Il faut être rapide et ferme pour que ce dictateur ressente l'effet des sanctions et que sa propre nation le pousse à mettre un terme à cette invasion. Cette attaque nous menace, elle menace notre paix, notre sécurité que nous devons protéger par tous les moyens. Il faut que l'Union européenne et ses membres apportent au peuple ukrainien tout ce dont il a besoin en termes de soutien sanitaire, etc. Et nos gouvernements, nous devons inciter nos gouvernements à le faire. Je n'ai que 30 ans, je suis un jeune parlementaire et je regarde avec beaucoup de tristesse toute cette situation et ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie et je suis choquée, je ne sais pas comment on peut avoir autant de cruauté, autant de folie et défendre ses propres intérêts personnels dans un bain de sang. Mais nous devons agir parce que tout ce en quoi nous croyons est mis en péril.
Merci. Merci infiniment. Maintenant, la parole est à Monsieur Bojan Gekek de la Slovénie également. Il parle au nom du Conseil national. Je vous donne la parole, Monsieur Kerek. Thank you for the floor. Merci beaucoup. Slovenia understands very well La situation. Slovénie comprend parfaitement la situation de l'Ukraine aujourd'hui. Only 30 years ago, Il y a seulement 30 ans, la Slovénie était dans une position similaire. Nous étions en proie à l'agression russe. Europe at that time. Our thoughts and compassion. Nous adressons nos pensées et notre compassion à l'Ukraine. Ukraine was played when it was with the guarantees of great powers forced to get rid of its nuclear weapons, which would have protected today. Such agreements Des accords unity in the future. devant nous protéger des menaces nucléaires Fast sont essentiels. acting without calculation. The package of sanctions. Le train de sanctions qui a été proposé hier n'est There is no pas suffisant. can put on peace and freedom. Le prix de la liberté Situation et de la paix in Europe est incalculable. changed completely yesterday. This is the case for entire Europe, but especially L'Europe tout entière, et en particulier les pays à la frontière orientale, the EU does not expand doivent agir. Si l'Union européenne n'élargit pas will occupy this space. l'espace dédié à la démocratie et aux valeurs européennes, quelqu'un d'autre prendra cette place. The Balkans must be welcomed to the EU. In the name of the National Council of the Republic of Slovenia, Au nom extend our de la République de Slovénie, declaration. Thank you very much. j'adresse mon soutien à cette déclaration commune et à l'Ukraine. Merci. Je vous remercie, Monsieur Galler. Maintenant, la parole, Monsieur Kekek, la parole, excusez-moi, je suis un peu confus. La parole est à Monsieur Galler, qui parle au nom du Parlement européen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, welche Antwort der EU angesichts Chers collègues, quelle réponse attendre de l'Union européenne face à cette attaque de Russie? En tant que rapporteur au Parlement européen, unsere Antwort eindeutig sein? je pense que notre réponse doit être unie. Le dictateur russe, Allen Mitteln in seinem ne- Krieg zur Zerschlagung der nous devons l'empêcher de détruire totalement l'Ukraine. Deswegen muss die Antwort als C'est pourquoi la réponse en tant qu'Européen doit être la plus complète possible. auf Flüchtlingsaufnahme konzentrieren. Und das heißt für mich, D'abord, concentrons-nous sur l'accueil des réfugiés de guerre. auf die Liste kommt, dass Russland aus SWIFT ausgeschlossen wird. Et je demande à ce que la Russie soit exclue du système bancaire et financier SWIFT. Wir werden nicht frieren in diesem Winter. Wir haben Nous n'aurons Öl und Gas. pas froid cet hiver. Nous avons suffisamment de pétrole et de gaz à disposition. Ihre Existenz. Und deswegen fordere Il ich s'agit de l'existence de l'Ukraine et c'est pourquoi je demande au gouvernement fédéral de changer ses positions. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Galler, de ces fermes propos. Monsieur Lopatka pour l'Autriche, le Conseil national d'Autriche. C'est à vous. Comme mon collègue de du Parlement européen, je le rejoins. Nous sommes un pays neutre. Nous devons être neutres sur le plan militaire. Mais alors que l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine est agressée, nous ne pouvons rester neutres sur le plan politique. Nos acquis doivent être protégés. Il est inscrit dans notre Constitution que nous sommes neutres. Mais à Lugansk et Donetsk et dans la Crimée, la population ukrainienne n'a pas été écoutée. Et nous devons tout faire pour que la Russie soit contrainte d'accepter la volonté du peuple ukrainien.
Cette volonté doit être portée par tous. Je me réjouis malgré tout de cette tristesse. Je me réjouis que nous continuions, que nous fassions front, que nous continuions à être unis, notamment dans la prononciation des sanctions. Ici, nous avons la voie politique pour résoudre le conflit. Merci beaucoup pour ce signal fort que nous envoyons aujourd'hui. Merci, mon cher collègue. La parole maintenant est à Monsieur Christian Vigenin, qui parle pour l'Assemblée nationale de Bulgarie. Où est-il? Bon. Il est absent. Donc, Monsieur Juozas Olekas pour le Parlement européen, qui lui est ici. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, autrefois nous l'appelions Monsieur le Président, mais depuis hier matin, son nom est Monsieur le criminel. Nous devons prêter l'oreille et tendre la main à ceux qui continuent de défendre nos valeurs en Ukraine. Ils nous demandent des mesures simples. Augmenter les sanctions contre ce régime criminel et les exclure du système SWIFT, tout en fournissant un soutien humanitaire, entre autres. Chers collègues, je vous demande d'être forts, de démontrer notre unité, d'agir immédiatement et de façon forte. Nous le devons à nos amis ukrainiens. Et lorsque nous rentrerons dans nos parlements nationaux, appelons à la plus forte fermeté. Si vous décidez de soutenir l'Ukraine, eh bien, triplons la somme allouée pour venir en aide à l'Ukraine. 1,2 million d'euros n'est pas suffisant. 1,2 milliard. Chers collègues, agissons dès maintenant. Vive l'Ukraine. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Alexandra Talides de la Chambre des représentants de Chypre. Chers collègues, l'inimaginable est fait, la guerre en Europe. On observe depuis des années Poutine devenir de plus en plus autoritaire, de plus en plus agressif. Nous avons financé sa machine de guerre grâce à notre facture d'énergie. Nous avons utilisé l'apaisement alors que nous aurions dû rester fermes en dénonçant ces méthodes brutales. Chers collègues, le monde et l'Union européenne doivent donner à Poutine et de tous ceux qui violent le droit international une réponse ferme, les affronter de manière décisive et avec des mesures sévères, montrer une tolérance zéro à leur agressivité, les forcer à respecter le droit international. Chers collègues, il est temps. L'Union doit se donner la volonté et les moyens de pouvoir assurer sa sécurité de façon autonome. Chers collègues, les Ukrainiens se battent aujourd'hui pour la liberté et pour l'âme du monde entier. Et moi,
En tant que chypriote vivant dans un pays occupé et divisé depuis 47 ans, je me tiens fermement aux côtés de l'Ukraine. Merci. Merci. Merci, ma chère collègue. Maintenant, en visio, Monsieur Gari Capelli, qui représente le Sabor de la Croatie. Est-ce qu'il apparaît? J'ai l'impression qu'on a des petits problèmes avec la visio. Bon. Il faut les prévenir avant quand ils sont en visio. Bon, c'est... Alors... Il peut parler, dit-il parler. Bon, écoutez, on va réserver... Monsieur... Il peut dire à votre interlocuteur de prendre la parole si normalement son micro est ouvert. Oui, bon, il paraît... Mais Monsieur Capelli, vous m'entendez? Prenez la parole, elle est à vous. Moi, je ne vous vois ni ne vous entends, mais je vous espère. Bon, donc ça ne va pas. Bon, alors on va demander à Madame Nathalie Loiseau pour le Parlement européen d'intervenir. On demandera à Monsieur Capelli s'il est au rendez-vous une fois que Madame Loiseau se sera exprimée. Madame Loiseau, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous ne ferons pas la guerre à la Russie. Nous ne ferons pas la guerre à la Russie parce que nous n'aimons pas la guerre et aussi parce que nous ne sommes pas prêts. Mais nous devons être prêts. Ce qui se passe en Ukraine doit nous conduire à être prêts à défendre nos démocraties au moment où la démocratie est attaquée. Il faut que nous sortions de ce débat infernal sur faut-il plus d'OTAN ou plus de défense européenne. Il faut les deux. Il nous faut plus d'OTAN et il nous faut plus de défense européenne. Si l'Ukraine avait été dans l'OTAN, elle n'aurait pas été attaquée. Il faut renforcer l'OTAN et il est plus que temps de renforcer la défense européenne. Si nous ne l'avons pas compris aujourd'hui, alors nous aurons failli pour l'histoire et pour les générations à venir. Merci Madame la députée. Monsieur Kim Valentin pour le Folketing du Danemark. Chers collègues, Poutine doit apprendre une leçon. Je me rappelle, à l'école, il était moqué de tous. Je pense que nous connaissons tous ce type de garçon. Sauf que cette fois-ci, Poutine ne joue pas dans la cour d'école. Il utilise le monde comme sa cour de récréation. Poutine était un harceleur enfant et ses actes aujourd'hui le traduisent. Il faut donc se préparer à toute possibilité, peut-être même être battu. Si vous montrez votre faiblesse ou l'incapacité à riposter, eh bien pour sûr, vous perdrez cette bataille. Un harceleur s'appuie sur l'insécurité. Il rigole lorsque vous affichez de la compassion. C'est un jeu pour lui. Poutine regarde l'Europe et ne changera pas de comportement en une seule nuit. Rappelons-nous-en lorsque nous prendrons des sanctions. Prenons des mesures financières fortes. Cela frappera un grand coup. Nous devons adopter des sanctions impliquant les banques russes, geler les avoirs des oligarques russes, des dirigeants, et cesser les investissements directs en Russie. La Russie est une économie faible et n'aura pas la capacité de financer une guerre longue.
Soyons forts dans notre réponse. Unissons-nous contre ce harceleur du monde. Merci. Merci. J'invite les orateurs à respecter assez scrupuleusement leur temps de parole parce que vous êtes nombreux et chacun doit pouvoir parler. La parole est à Monsieur Inigo Barandiaran pour le Congrès des députés de l'Espagne. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Je voudrais commencer avec l'expression de ma solidarité et celle du peuple basque auquel je représente au peuple ukrainien. Ce que nous venons de connaître ne sont pas une violation du droit international, c'est aussi une affront à tous les démocrates, à l'Europe en ce genre. Ce matin, M. Bourlange disait au commencement de la journée que nous sommes unis, maintenant nous devons être forts. Et je crois que ça, c'est la clé. Être fort, mais être fort en tous les pays en adoptant les mêmes solutions. Parce que la fortaleza, je passe au espagnol, viene de la unidad. Parce que la force vient de l'unité. Il faut que les mesures, quelles qu'elles soient adoptées par tous les pays de façon unie et ensemble. Monsieur l'ambassadeur de l'Ukraine nous disait ce matin que les Ukrainiens sont seuls, mais qu'ils espèrent que nous leur donnions des moyens, des ressources pour pouvoir subsister de toutes les façons possibles, sur le plan humanitaire, mais dans d'autres domaines aussi. Mais ce que je voulais leur dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ils peuvent compter sur le soutien non seulement des parlements que nous représentons, mais également de l'ensemble des peuples européens qui partagent avec eux un territoire et des valeurs. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous devons doter l'Ukraine de tous les moyens dont ils ont besoin. Ils ont besoin dans tous les domaines. Il ne s'agit pas simplement d'être résilient. Il faut pousser pour que soient adoptées des mesures qui leur permettent de survivre, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Reinhard Hans Bütikofer pour le Parlement européen et je vais moi-même céder cette présidence à ma collègue de la Commission de défense nationale de l'Assemblée nationale. Puisque Monsieur Cambon, lui, est à la fois président d'une commission qui regroupe les affaires étrangères et l'Assemblée et la défense nationale, mais nous, plus modestement, à l'Assemblée nationale, nous sommes deux pour faire le travail et ce sera ma collègue qui va le faire. Mais en attendant, Monsieur Bütikofer, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je partage toute la sympathie, la solidarité et le soutien exprimés par chacun d'entre vous envers l'Ukraine. Mais soyons aussi critiques à notre égard. Il a été dit que hier matin, nous nous sommes réveillés dans un monde différent. C'est vrai. Mais comment sommes-nous parvenus à cette situation? Certains disent que nous avons été naïfs. Peut-être. Mais peut-être ne voulions-nous pas réaliser pleinement les évolutions dangereuses qui ont été mises en place par un dictateur révisionniste. Peut-être que nous avons été trop arrogants. Nous avons voulu... Nous avons eu peur. Nous n'avons pas écouté. Pourtant, nous avions été avertis par nos collègues à l'est de l'Europe. Nous devons changer. Je vais proposer la parole à Monsieur Giuliakas de la Grèce. Et je ne me suis pas présentée, mais donc Patricia Mirles, députée de l'Assemblée nationale française. Good morning from Athens. Bonjour depuis Athènes.
Les générations précédentes ont fait des expériences similaires à celles que fait l'Ukraine aujourd'hui. Nous constatons qu'aujourd'hui, l'agression de la Russie contre l'Ukraine lance toute la communauté internationale et l'Union européenne face à ses responsabilités. Beaucoup de choses sont en jeu. L'application du droit international, le respect des traités internationaux et le droit de l'Ukraine de vivre librement. Il y a beaucoup de choses en jeu en termes de géopolitique, mais aussi en termes d'énergie, par exemple. La Grèce respecte tout à fait l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'ensemble des États membres. En outre, nous avons nous-mêmes vécu une situation traumatisante, étant donné les problèmes qui se posent à Chypre depuis des décennies. Nous savons qu'il y a l'occupation illégale de la Turquie à Chypre et nous voyons qu'un phénomène similaire se vérifie en Ukraine. Nous en appelons donc à nos partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN pour réagir à un niveau qui respectera ou qui sera plutôt proportionnel avec l'agression. Il nous incombe véritablement d'édicter une stratégie autonome européenne. L'Union européenne doit montrer qu'elle est à même de faire face à ces attaques. Il ne doit pas y avoir de remise en question des frontières et des traités internationaux. Je pense que nous sommes véritablement à un moment charnière pour l'Union européenne et il nous incombera d'être à la hauteur. La parole est donnée à Monsieur Mickelson, avec qui nous étions en décembre sur ce sujet en Estonie. Merci beaucoup. J'ai plusieurs choses que je souhaiterais vous dire. En premier lieu, je crois que nous avons prononcé suffisamment de mots et de paroles. Il nous incombe d'agir. Mon pays, l'Estonie, aujourd'hui a décidé d'envoyer davantage de munitions vers l'armée ukrainienne, mais également des packs, des kits destinés aux combattants pour défendre la liberté de l'Ukraine, mais aussi la paix en Europe. Deuxième point, je formule le vœu que l'Allemagne et la Finlande se mettent d'accord et nous aident à envoyer des armes vers l'Ukraine. Des 132 mm. Enfin, un dernier point, je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement, mais permettez-moi de dire la chose suivante. Je vous invite instamment à accorder votre attention au niveau européen à la manière dont nous pouvons bloquer la propagande, les canaux de propagande et de mésinformation autour de la guerre qui viennent de la Russie et qui sont diffusées en Europe. Et nous devons bien entendu protéger la liberté d'expression. Merci. La parole est donnée à Monsieur Fassino de l'Italie. Merci, je suis connectée depuis Rome. Je vous présente mes excuses de ne pas pouvoir être à vos côtés à Paris. Nous faisons face à une crise de grande gravité et je suis donc en permanence au Parlement. Dans les quelques minutes qui me sont accordées, permettez-moi de dire trois choses. Tout d'abord, nous condamnons nettement et sans aucun doute, sans aucune hésitation, ce qui s'est passé en Ukraine. En effet, nous sommes confrontés à une agression qui est inacceptable, mais nous sommes aussi confrontés à une tentative de reconstituer la théorie des souverainetés limitées. Une tentative de reconstituer un contrôle de la part de la Russie sur plusieurs régions d'Europe, sur une portion d'Europe et finalement pour encourager un retour à la guerre froide. Notre refus ne peut être que on ne peut plus net face à cette stratégie de Poutine. Deuxième point, l'Union européenne doit jouer le rôle de garant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il faut accélérer les liens, les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine et dès aujourd'hui, nous devons inclure l'Ukraine dans l'ensemble des principales politiques européennes. Pourquoi ? Pour que l'Ukraine sache qu'elle appartient à notre famille. Troisième point, le train de sanctions doit arriver à point nommé et il doit être sévère. Et ces sanctions doivent être accompagnées d'une stratégie européenne pour diversifier nos sources énergétiques afin de réduire l'approvisionnement venant de la Russie. Et donc l'Union énergétique de l'Union européenne est nécessaire pour que les sanctions vis-à-vis de la Russie soient les plus sévères possibles, mais pour que l'Europe, en même temps, réduise sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Quatrième point.
Ce conflit, cette guerre d'ores et déjà a généré un flux important de réfugiés et de personnes déplacées. Nous devons édicter une stratégie idoine pour les accueillir et nous devons les accueillir dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et nous devons faire montre de solidarité pour que les Ukrainiens et Ukrainiennes sachent que l'Europe, l'Union européenne est à leur côté. Merci. La parole est à Monsieur Kra de l'Union du Parlement européen. Madame la Présidente, chers collègues, bien entendu, nous condamnons toutes et tous ce qui s'est passé en Ukraine. Nous sommes ici aujourd'hui pour réfléchir à la riposte qui sera la nôtre. Permettez-moi de vous proposer quelques réflexions qui permettront à notre riposte d'être plus utile. Premièrement, nous ne devons pas imposer des sanctions qui auront des répercussions plus délétères sur nous que sur eux. Il nous incombe de procéder à une évaluation avant d'agir trop vite. Deuxième point, nous devons toujours bien réfléchir à la riposte qui est la nôtre. Est-ce que cette riposte va pousser la Russie dans les bras de la Chine plus qu'aujourd'hui, parce que cela ne ferait que faire croître le problème auquel nous sommes confrontés. Enfin, dernier point, permettez-moi de citer M. Talleyrand dans cette salle même, qui disait « Nous ne devons pas suivre notre premier instinct, nos premières émotions, parce que ces premières émotions sont très nobles, mais ce ne sont pas forcément les plus sagaces. Donc nous devons être intelligents plutôt que d'agir trop vite. » Merci beaucoup, cher. La parole est donnée à Monsieur Mazzouronis de la Lituanie. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, ce matin, nous avons applaudi l'Ukraine, mais il est clair que cela ne suffit pas. Le président de l'Ukraine, M. Zelensky, aujourd'hui, a déclaré que l'Ukraine est laissée seule face à l'agression fasciste folle, face au régime criminel qui a son siège au Kremlin et qui a attaqué le pays souverain qu'est l'Ukraine. Une aide militaire peut être apportée à travers un équipement militaire, une aide économique, une aide humanitaire, des sanctions réelles et authentiques. Parce que ce dont on nous parle depuis des mois, c'est-à-dire des sanctions absolument massives qui vont être appliquées à la Russie si la Russie envahit l'Ukraine, eh bien aujourd'hui, la Russie a envahi l'Ukraine, donc où sont ces sanctions massives? Elles n'existent pas. Il faut également s'assurer qu'il y ait un soutien politique à l'Ukraine et un isolement de la Russie. C'est tout à fait possible. Nous, en tant que représentants des parlements, nous devons exclure la Fédération de Russie de l'ensemble des activités parlementaires à tous les niveaux parlementaires où que nous puissions le faire. Et je crois que c'est quelque chose que nous aurions déjà dû faire il y a quelques mois. Pas il y a 2 mois, mais il y a bien plus longtemps. Ça aurait dû être fait il y a quelques années, après ce qui s'est passé en Tchétchénie, en Géorgie, après ce qui s'est passé en Crimée également. Mais ça n'a pas été fait. Donc c'est maintenant que nous devons agir, sinon demain, nous n'aurons plus la possibilité de le faire. Demain, nous n'aurons plus une Ukraine libre et indépendante. Et demain, nous nous retrouverons dans une situation où nous devrons nous demander si nous sommes prêts à envoyer nos soldats dans un pays qui est un des pays de l'Union européenne. Je ne parle pas de l'Ukraine ici. Excusez-moi, essayons de tenir la minute qui vous est accordée, parce que malheureusement le temps nous est compté. La parole est donnée à Madame Kanko du Parlement européen. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you very much. I will speak in English. Merci, Madame la Présidente. Je m'exprimerai en anglais. Chers collègues, j'ai été choquée, comme chacun et chacune d'entre nous, lorsque j'ai constaté ce qui se passait en Ukraine. La plupart du temps, nous avons l'impression que le fait de vivre en paix, donc de vivre sans guerre, ou encore de vivre dans une démocratie, dans le cadre des valeurs des Lumières, eh bien, nous partons du principe que c'est un acquis. Mais ce n'est pas un acquis. C'est un acquis qu'il nous incombe de protéger chaque jour, ici et partout. Permettez-moi d'insister sur un point. Aujourd'hui, en tant qu'Européens et Européennes, nous sommes
rouler dans la farine en ce qui concerne l'Ukraine. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dépendants sur le plan énergétique et j'accueille favorablement le projet de M. Macron de faire en sorte que nous renforcions notre indépendance. Et puis, même chose également dans nos foyers parce que le poison insidieux de l'islam radical s'immisce dans notre manière de vivre à l'européenne, dans nos libertés. Ainsi, je pense que nous devons défendre nos valeurs à l'étranger, nous devons faire en sorte d'être moins dépendants du gaz étranger et nous devons prendre les décisions au bon moment. Soyons très prudents dans nos voisinages, que ce soit à Paris, à Amsterdam ou à Bruxelles. Merci. La parole à Monsieur Van de Apeldoorn des Pays-Bas. Merci Madame la Présidente, dear colleagues. Chers collègues, cette attaque brutale contre l'Ukraine fait que la Fédération de Russie a violé les fondements principaux du droit international qui est dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, la non-agression. C'est arrivé dans des siècles précédents, mais aujourd'hui la guerre est revenue en Europe. Vladimir Poutine a lancé une guerre en toute sécurité depuis son palais du Kremlin, mais ce sont des civils ordinaires, des hommes et femmes lambda qui vivent dans la crainte et qui sont tués. Que doit faire l'Union européenne? Eh bien oui, nous devons être unis, faire montre de solidarité avec l'Ukraine pour imposer également des sanctions très sévères vis-à-vis de la Russie, étant donné cette attaque militaire flagrante et la souffrance qu'elle cause. Nous espérons que cette décision permettra à Moscou de comprendre le prix à payer et d'exercer une pression au niveau interne sur Poutine. C'est encourageant de constater que nombre d'hommes et de femmes en Russie n'appellent pas de leur vœu cette guerre. En fin de compte, nous pensons que la voie diplomatique, la solution politique devra être dégagée, même si c'est difficile. La souveraineté territoriale, ou plutôt l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine devra être restaurée avec le retrait des troupes russes. Donc je m'adresse à vous toutes et tous. À votre avis, comment pouvons-nous revenir à la diplomatie pour dégager ensuite une solution politique? Merci. Merci. Le prochain orateur, Plazenski de Pologne en visio. Allez-y. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Après la journée d'hier et la déclaration d'imposition de sanctions, les marchés russes ont chuté de 20%. Voilà l'efficacité que peuvent avoir ces sanctions. En même temps, très peu de pays s'oppose à sanctionner la Russie en l'excluant du système SWIFT. Mais parmi les pays qui refusent cette possibilité, il y a l'Allemagne. Et le secteur énergétique en Allemagne est en partie responsable de la situation actuelle. Je pense que ce soit Schröder, Merkel, Scholz, c'est votre responsabilité et tant que vous bloquerez les sanctions, ça n'ira pas. Permettez-moi de rappeler qu'en 2012, des sanctions SWIFT ont été imposées à l'Iran alors qu'il n'y avait pas de guerre. L'Iran n'était pas impliqué dans une guerre. Aujourd'hui, nous avons des crimes de guerre flagrants qui sont commis par la Russie et Poutine, très ouvertement, nous défie, nous, le monde occidental, en nous menaçant de nous lancer des bombes nucléaires si jamais nous nous ingérons dans la situation. Donc j'en appelle vivement à l'Allemagne de ne pas être complice de cette situation car il y a trop de personnes innocentes qui en souffrent. Je pense véritablement qu'il faut être très prudent quant à la situation également de M. Zelensky et je pense qu'il faut que l'Allemagne cesse de bloquer les sanctions. Il faut adresser également des armes nucléaires. C'est honteux pour l'Allemagne. Merci. La parole est donnée à Madame Zovko du Parlement européen. Oui, bonjour Madame la Présidente, chers collègues. Je suis vraiment ravie de parler ici au Sénat. Ça fait 30 ans que la Croatie a été attaquée et il fallait convaincre tout le monde que nous subissons une grande agression. Et ce n'était pas facile. Moi, je suis solidaire avec le peuple ukrainien, avec les gens qui sont maintenant, qui souffrent, avec les familles, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec ces chers. Notre Premier ministre a indiqué qu'on va soutenir toutes les sanctions possibles et ça va venir en étape.
Mais surtout, il faut être unis dans ce moment difficile. Il ne faut pas laisser que les gens perdent sa famille. Parce que c'est vraiment facile de parler de la guerre, d'agression, de la défense, mais il faut réfléchir à ce qui vient après. Moi, j'étais réfugiée, j'ai perdu mes chers, et je pense qu'ici, il faut réfléchir comment la diplomatie aussi, il faut qu'on reprenne un jour. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fischer de la République tchèque. Oui, en plus. Madam Chair, thank you very much for the floor. I speak on behalf of the Czech Republic, country which is on the list of unfriendly countries listed by Russia. Only 2 countries are on this list, United States and Czech Republic. Why? Because we discovered a very huge plot of Russian secret services. Nous avons découvert qu'il y a des services secrets, par exemple, et des munitions qui ont été stockées dans nos pays l'an dernier. Et nous avons pris une décision, notre gouvernement a décidé d'expulser des douzaines d'agents russes et de stocks russes qui se trouvaient dans notre pays. Et je crois que ça, c'est au cœur du problème. Il ne s'agit pas d'une crise en Ukraine, c'est une crise qui se vérifie au cœur même de nos sociétés, avec tant d'acteurs russes, d'entreprises de presse, mais également de représentants de l'espace public. Je crois qu'il nous incombe véritablement d'accorder une attention toute particulière aux agents russes, aux espions russes dans vos pays. Il y a une chose sur laquelle nous pouvons agir dès maintenant. Merci, Monsieur Corlatean de la Roumanie. Madame la Présidente, chers collègues, Chers collègues, lorsque nous parlons de la riposte à la crise en Ukraine, eh bien, il y a plusieurs conséquences et plusieurs types de mesures qui peuvent être engagées. C'est vrai que là, si nous regardons ce qui se passe en Ukraine, eh bien, nous constatons que nous payons le prix d'une position trop édulcorée, pas suffisamment unifiée après mars 2014, lorsque nous avions discuté de l'adoption d'une liste de sanctions. C'était une pure plaisanterie, pour être très honnête. Parce que cet acteur militaire, si l'on constate ce qu'il a fait en République de Moldova, en Géorgie, en Ukraine, eh bien, je crois que vraiment notre réaction n'a pas été à la hauteur. Donc, l'élément clé, à notre sens, c'est que nous faisions entendre une voix unie, cohérente, très claire, entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre l'UE et les alliés de l'OTAN. Deuxième point, il nous incombe d'avancer sur le plan politique pour au moins offrir une perspective européenne à l'Ukraine. Pas pour demain, pas pour après-demain, mais pour donner à l'Ukraine cette incitation, pardon, pas à l'Ukraine, je parle aussi de l'Ukraine, du Moldova et de la Géorgie. Donc ces 3 pays doivent avoir une perspective européenne. Et puis, tournons-nous aussi vers les Balkans. Il pourrait y avoir des répercussions sur les Balkans, des problèmes dans les Balkans. Donc je crois que nous devons nous appuyer sur une volonté politique et véritablement avancer. Merci. La parole est donnée à Monsieur Madrides de l'Union européenne. Nous sommes unis contre l'agression russe en Ukraine. Nous en appelons à des sanctions très fermes et très rapides contre la Russie, contre le Kremlin et contre Poutine lui-même. Mais ce n'est pas la première fois. Il s'agit d'une attaque supplémentaire contre nos valeurs. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international. D'ailleurs, dans le cadre de notre déclaration, et je lis directement du texte, nous exprimons notre unité et notre détermination afin de renforcer la solidarité entre les États membres et avec les États membres qui sont situés sur les frontières extérieures de l'Union européenne. Parmi les pays qui en appellent à un respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, eh bien, il y a la signature de M. Erdogan. Alors c'est très hypocrite de sa part, parce qu'il pourrait dans ce cas retirer les troupes qui occupent une partie de la République de Chypre dès demain. Et d'ailleurs, il s'agit d'un territoire
européen, de l'Union européenne. Quelle doit être notre riposte? Eh bien, l'Union européenne doit être ferme et claire. Si nous souhaitons gagner la guerre avant la prochaine guerre, eh bien, il nous faut une autonomie stratégique et il faut que la France endosse un rôle de leader parce que sans la France, nous n'aurons jamais une sécurité, une défense commune. Ainsi, nous vous adressons nos remerciements. Merci pour l'organisation de cette conférence. Merci. Monsieur Sánchez Pérez d'Espagne. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'abord que nous parlions de l'Ukraine. Et ce n'est pas la crise de l'Ukraine, c'est la crise du monde en fait. Nous condamnons cette attaque, cette invasion illégale. C'est une attaque envers un pays souverain qui met en péril non seulement la stabilité et la sécurité de l'Ukraine et des pays voisins, mais également celle de l'Europe et du reste du monde. L'Espagne respecte le droit international, la Charte des Nations Unies, l'intégrité territoriale des États. Et comme l'a dit la représentante de l'Espagne pour la PESC, l'Espagne l'Ukraine, c'est nous tous. Et il ne faut pas que cette menace soit une menace qui pèse sur tous. Le temps de la réflexion et de l'analyse sont terminés aujourd'hui. Nous devons agir avec détermination et avec rapidité, parce que ce qui est en jeu, c'est la liberté et la démocratie dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Petrocelli de l'Italie. I will speak in Italian. In queste Merci. Ces dernières heures, l'Ukraine a été frappée par des bombes, des missiles et des troupes armées. Et la scène internationale voit ces images partout. Je pense que nous endossons toutes et tous une responsabilité. Nous sommes coupables car nous avons toutes et tous commis des erreurs. La Fédération de Russie est coupable, même si aujourd'hui encore elle ne pense pas. Combien est-ce que sa culpabilité est grande? Mais nous avons également commis des erreurs en tant que parlementaire européen, moi-même en tant que représentant du peuple italien. Nous avons commis une erreur car pendant 8 ans, nous n'avons pas constaté ce qui se passait véritablement dans le Donbass. Et il y a aussi des responsabilités qui sont endossées par les autorités ukrainiennes qui ont permis les événements au Donbass pendant 8 ans. Le meilleur moyen pour nous d'aider l'Ukraine aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'à la place des armes, ce soit la voix de la diplomatie qui se fasse entendre. Et l'autre aide que nous pouvons apporter à nos amis d'Ukraine, c'est de les soutenir, quelle que sera la décision qui sera prise pour leur avenir. Qu'il s'agisse d'une décision d'accepter notre soutien ou alors que ce soit également leur apporter un autre soutien s'ils prenaient des décisions difficiles pour nous. Merci. La parole est donnée à Monsieur Bozadias du Parlement européen. Merci Madame la Présidente. Dear colleagues, chers collègues, aujourd'hui nous vivons dans une Europe complètement différente, pas seulement de l'Europe que nous connaissions il y a 10 ans, mais de l'Europe que nous connaissions au début de la semaine. Tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la guerre que nous n'avions pas connue depuis plus de 70 ans. Qui peut aider l'Ukraine? L'Europe peut aider l'Ukraine par des moyens économiques, toutes sortes d'aides, mais aussi des sanctions qui vont brider l'économie russe et donner à l'Ukraine ce que Poutine veut lui refuser, une véritable perspective européenne et transatlantique. Nous ne savons pas ce que l'avenir a en réserve, ni pour l'Europe, ni pour l'Ukraine, mais il y a des choses qui restent, les valeurs qui ont triomphé lorsque le mur de Berlin s'est effondré, la démocratie, l'état de droit, la solidarité et une Europe avec tous les peuples qui avaient le droit à la liberté. Et aujourd'hui, l'Europe a beaucoup changé. Depuis le début de la semaine, l'Ukraine est en feu. Il faut
il est de notre responsabilité de défendre nos valeurs et il est temps d'agir. Il faut aller aujourd'hui au-delà des mots. À Madame Meirelles du Portugal. Voilà, Après le bruit des bottes russes à la frontière ukrainienne et les joutes diplomatiques, la crise s'est dotée d'envolées de cyberattaques. Un virus informatique dissimulé a infecté des douzaines d'entités gouvernementales, des ONG, des groupes médiatiques, tous situés en Ukraine, aussi bien que le ministère des Affaires étrangères ou du Conseil de défense de sécurité. Les pirates informatiques ont ajouté à la page d'accueil de ces portails des textes menaçants affirmant que les Ukrainiens devaient avoir peur et s'attendre au pire. Les attaques de ces derniers jours ont en effet comme un arrière-goût déjà vu, des cyberattaques contre des institutions ukrainiennes suivant un modus operandi similaire et attribué à des hackers russes ont été liés en 2015 et 2017. La double attaque en Ukraine, pirater des sites, puis utiliser un virus destructeur des données, est aussi une procédé très classique. L'idée d'utiliser d'abord une attaque de faible ampleur et qui oblige tout de même les autorités compétentes à s'y intéresser afin de détourner leur attention. Il faut conclure, Je termine en disant que l'Union européenne et en particulier l'Agence européenne de défense doit mener au sein de la boussole stratégique européenne une politique plus cybernétique, plus musclée et développée. L'Ukraine le mérite et la démocratie aussi. Merci Madame la Présidente. Merci. La parole est donnée à Monsieur Gary Ganandei. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord exprimer la solidarité du peuple irlandais avec le peuple ukrainien. Madame la Présidente, chers collègues, il y a un monstre aux portes de l'Europe qui a lancé une attaque en bonne et due forme contre une démocratie européenne. Quelle devrait être notre réponse? Notre réponse doit être rapide et sévère. Il ne faut pas viser un crescendo dans les sanctions. Il faut agir fort tout de suite. Et il faut se souvenir aussi de ce qui fait le cœur de l'identité européenne et de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est tout d'abord un projet de paix, un projet pour assurer la liberté au début de 6 pays européens et de plus en plus. C'est notre responsabilité de nous souvenir d'où nous venons et ne jamais faire de compromis sur ces libertés. Les pays européens peuvent faire quelque chose, un boycott contre la Russie. Nous avons des ambassadeurs russes qui ont diffusé des fausses vérités. Nous devons les arrêter. Lorsqu'on voit ces diplomates, ces ambassadeurs qui continuent de diffuser des fausses informations, il faut les bannir, il faut les faire sortir de l'Union européenne. Il faut agir contre eux. Merci, Monsieur Rafael Lemus de l'Espagne. Gracias. Merci. Le 26 avril prochain, ça fera 85 ans qu'il y a eu le bombardement de l'aviation nazie sur le peuple sans défense de Guernica. L'Espagne démocratique, à l'époque, a demandé aux grands pays démocratiques pour freiner le nazisme et le franquisme. Mais l'Europe est restée immobile et ça a donné des ailes au nazisme et l'Europe s'est retrouvée face à la barbarie. Les faits que nous voyons aujourd'hui
aujourd'hui génère de la douleur, de la terreur et de la mort. Cette attaque frontale des principes de l'Europe, la première depuis la Deuxième Guerre mondiale, doit nous pousser à être en pleine cohésion et unité. Nous devons empêcher la Russie de faire des affaires dans les pays où nous pouvons l'empêcher. Et le mal doit être tué et il faut l'asphyxier d'abord sur le plan économique. Personne ne doit négocier avec la Russie, ne doit faire des affaires avec la Russie, même si cela a un coût pour nos économies. Parce que quand on doit se battre, ça entraîne la douleur et le sacrifice. Merci. La parole est donnée à Madame Jokeviciene. Chers collègues, Poutine est un criminel de guerre. N'ayons pas peur des mots. Il apparaîtra devant un tribunal. Il faut lui envoyer un message très clair. L'Ukraine se défend. Vitaly Skokun, un soldier, a fait sauter le pont cette nuit. Il s'est sacrifié pour empêcher les tanks russes de passer. Combien de temps allons-nous attendre avant de donner des armes à l'Ukraine? Il faut le faire le plus tôt possible et le plus possible. Nous avons aussi à envoyer un message très clair. Le fait que l'Ukraine est européenne et fera partie de la famille de l'Union européenne, établissons dans tous les parlements de l'Union européenne et de l'OTAN des groupes de paix unis dans un front pro-ukrainien. Un tel réseau pourrait permettre de coordonner les actions. C'est le début de la fin pour Poutine. Et lorsque sa fin viendra, je ne sais pas quand, bien sûr, mais ce que je sais, c'est que nous devons tout faire pour accélérer cette fin. Vive l'Ukraine. Merci. La parole est donnée à Monsieur Kilis de Turquie. Thank you very much, Madam Speaker. Merci Madame la Présidente. Bien sûr, nous sommes solidaires du peuple ukrainien et je voudrais aussi dire que l'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle est intangible, intouchable et nous devons la protéger. Mais il ne faut pas, dans l'Union européenne, dupliquer nos efforts. Il faut agir ensemble et il faut rester ouvert et dire clairement ce que l'on va faire. Et dans ce sens, il faut espérer que les dirigeants qui vont se rencontrer cet après-midi, les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN vont prendre la décision d'envoyer ce message très clair. Maintenant, j'ai entendu sur un point nos collègues chypriotes grecs et nos collègues grecs mentionner mon pays, la Turquie. Je voulais juste vous rappeler que les forces armées turques qui sont stationnées sur l'île de Chypre sont là pour vous protéger, vous. La parole est donnée à Monsieur Nikolic du Monténégro. Chers collègues, je viens du Monténégro, un pays qui, selon John Kerry, était sous la ligne de feu entre l'Ouest et Moscou en 2016 à cause de son engagement à devenir membre de l'OTAN. Nous sommes exposés à une pression de la Russie très forte, mais le Monténégro a continué de défendre l'orientation nord-atlantique des Balkans orientaux. Un agresseur, mesdames et messieurs, doit être puni, poursuivi et puni. N'oubliez pas la région des Balkans Est, n'oubliez pas ce qui s'est passé à Belgrade et à Banja Luka. La question est, est-ce que les ambitions de l'agresseur s'arrêtent en Ukraine ou est-ce qu'il va engager un nouveau conflit dans l'ensemble des Balkans une fois qu'il aura pris le contrôle de l'Ukraine? Il est très important que l'Union européenne, avec l'OTAN, prenne cette menace au sérieux, cette menace contre la stabilité des Balkans, et il faut donner des conditions très claires et des dates butoirs, sinon les conséquences seront dramatiques. Merci. La parole est donnée à Monsieur Carvalho du Portugal. Merci, Madame. I'll speak in English.
Je voudrais vous dire que dans le contexte actuel, nous sommes, donc la situation est très difficile, mais cette situation difficile, elle est le résultat d'une stratégie extrêmement bien préparée par M. Poutine. Il a démarré sa stratégie il y a 8 ans. Il a préparé son économie avec des réserves d'or importantes. Il a réduit les échanges en dollars de 40 à 16% et il est prêt à faire face aux sanctions. Mais la question qui se pose ici, c'est que va-t-il faire à partir de maintenant? Il prépare cette offensive depuis longtemps et nous ne sommes pas préparés, mais nous devons nous préparer à la prochaine offensive. Et donc, la question n'est pas seulement que faire face à cette attaque, mais il faut anticiper sur sa prochaine offensive et cette prochaine offensive sera également à même de nous engager dans un autre type de guerre et nous devons y être préparés. Lagondisky. Chers amis, chers collègues, il y a à peine un mois, je parlais je prenais la parole et je disais nous avons oublié ce que cela fait d'être face à des héros, les héros du Bélarus, de Maïdan, les héros comme M. Navalny. Maintenant, je dirais, nous avions oublié ce que cela faisait de faire face à l'enfer, au démon, le démon impérialiste. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tout d'abord, il faut reconnaître que les sanctions qu'on doit imposer ne doivent pas juste être fortes, elles doivent être dévastatrices, elles doivent être à la mesure de la dévastation que cette attaque représente pour notre continent, pour la paix, pour la liberté. Nous ne devons pas avoir peur d'imposer des sanctions qui vont également nous faire du mal à nous. Et je vous le dis en tant que membre allemand du Parlement européen. Il faut regarder aussi vers la Pologne et soutenir nos amis polonais dans tout ce qu'ils font pour soutenir les réfugiés venus d'Ukraine. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit pas juste de réfugiés avec un passeport ukrainien, il s'agit aussi de réfugiés qui viennent du Bélarus, qui ont des passeports russes, qui cherchent refuge, qui ont fui Loukachenko, qui ont fui Poutine et qui se tournent aujourd'hui vers nous. Ne nous oublions pas, ne l'oubliez pas. Et il ne faut pas non plus oublier tout ce que nous devons au peuple ukrainien et l'aide humanitaire. Il ne faut pas oublier l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Il ne s'agit pas juste d'eux, il s'agit de nous tous. La parole est donnée à M. Kaki Gözer de Turquie. Sayın parlamenterler, Chers parlementaires, cette agression de la Russie, nous la condamnons fermement, visant l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Nous ne devons pas oublier l'insuffisance qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Nous devons avoir une approche conjointe avec les Balkans, avec la Turquie. Chers parlementaires, une Chypre divisée a été admise au sein de l'Union européenne en étant divisée. Nous avons vu à quel point cela constituait une faute dans les deux conférences. Les représentants de Chypre ou de la Grèce utilisent toujours cette plateforme pour accuser la Turquie et je trouve cela comme une approche honteuse car il y a en matière de Chypre, en ce qui concerne Chypre, il y a un accord qui a été conclu entre l'Angleterre, la Turquie, la Grèce et encore d'autres pays. Et est-ce qu'il y a un tel traité concernant l'Ukraine? Je ne le crois pas. Merci. Alors, je vais proposer pour les deux derniers orateurs que M. Popescu de Roumanie se présente et je demande à M. Liotas de Grèce qui sera en visio de se préparer. Merci. Merci, Madame la Présidente. Dear friends, chers amis, mon arrière-grand-mère était ukrainienne. Et il y a de nombreuses années, dans de nombreuses années, ma fille me posera certainement cette question, papa. Qu'avez-vous fait, vous, politique, lorsque Poutine a attaqué l'Ukraine? Et je ne veux pas avoir à lui répondre. Eh bien, nous étions tranquillement assis à Paris, en train d'annoncer les clichés habituels dans notre bulle politique.
Oui, il faut remercier les États-Unis d'avoir pris la direction des efforts. Il faut remercier l'Allemagne qui a enfin parlé de l'éléphant dans ce magasin de porcelaine, le Nord Stream 2. Il faut remercier les efforts diplomatiques. Il faut remercier la France pour ses efforts diplomatiques, oui. Mais il y a une chose qui est la plus importante. Nos frères ukrainiens sont massacrés à Kiev aujourd'hui. C'est l'Europe ici, bon sang. Nous avons des millions, des centaines de millions de citoyens qui nous soutiennent. Alors ma question c'est, allons-nous être suffisamment courageux pour faire face et défendre nos droits et nos valeurs européennes, même s'il faut sacrifier nos intérêts commerciaux? Allons-nous être prêts à jouer ce jeu à long terme? Il faut écarter la Russie du système SWIFT aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Chers amis, comme dans un poème, ce n'est pas une répétition. C'est l'histoire ici. Nous vivons l'histoire. C'est une première. Et ce que l'on fera aujourd'hui, cela entrera à jamais dans les tablettes de l'histoire. Monsieur Lyotas, vous êtes prêt? On peut vous donner la parole? Très bien. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voulais répondre au collègue turc qui a pris la parole il y a quelques minutes et je voulais lui rappeler que la Turquie transgresse le droit d'un peuple entier, le peuple chypriote. En ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, elle se tient dans une situation dramatique. L'invasion, l'attaque russe viole tous les traités internationaux et menace le pays et le peuple ukrainien. Et j'exprime mon soutien au peuple dans cette situation dramatique qu'il vit. Et en ce qui concerne les Grecs de Mariupol, nous les soutenons. Nous les avons soutenus et le ministre grec des Affaires étrangères a mis en place un plan pour extraire les Grecs vivant à Mariupol. C'était un effort difficile et les alliés ont toujours ensemble condamné toutes les agressions de la part de la Russie. Maintenant, par rapport à la situation d'aujourd'hui, notre réponse, elle doit comprendre des sanctions très fortes contre la Russie. Il faut déconstruire la Russie et réagir à cette violation des droits internationaux et de l'intégrité territoriale d'un pays. Les interprètes n'entendent plus l'orateur car un micro dans la salle est ouvert. Et malheureusement, l'interprétation va s'arrêter. Les interprètes n'entendent plus l'orateur à cause du micro qui est ouvert. Donc, la consolidation de notre indépendance énergétique et cela doit être une priorité. Je voudrais vous rappeler que notre Premier ministre... Je voudrais rappeler la création d'un fonds européen. Je vous remercie. Et ces violations du droit international sont une tragédie qui se fait au détriment d'une nation européenne. L'Union européenne porte une vision commune. Les interprètes n'entendent plus l'orateur. Merci infiniment de votre attention. Merci. Je vais donner la parole au général général-major, général d'armée Éric Hotelet. Merci. Merci,
Merci pour m'avoir donné la parole et pour m'avoir invité ici. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant de voir toutes les interventions que vous avez pu faire. Ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté, et au-delà d'empathie, après les événements que nous venons de connaître, de voir cette volonté commune. Comme on le dit, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc je pense qu'il faut continuer les travaux. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, pour aller plus dans le long terme, et vous l'avez mentionné, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour adapter les structures. À mon niveau, et sans préempter la position de mes homologues européens, je peux vous dire que nous sommes prêts, et les travaux que vous avez menés jusqu'à maintenant ont permis de développer des structures qui sont toujours améliorables, mais qui vont nous permettre de faire quelque chose. Merci beaucoup, en tout cas à tous. Merci, Général. La parole est donnée à Monsieur Jean-Dominique Giuliani, président du conseil d'administration de la Fondation Robert Schuman. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais aussi dire à tous les représentants des parlements nationaux de l'Union européenne combien l'émotion qui a régné ici aujourd'hui est partagée à tous les niveaux. Et vous dire peut-être un peu au nom des pères fondateurs de l'Europe que, bien sûr, je ne voudrais pas faire parler, mais combien il est important maintenant de se tourner vers l'avenir pour tirer les leçons de la situation regrettable que nous vivons ici, d'abord en exprimant la solidarité européenne et l'unité de l'Union européenne, et aussi en étant conscient que c'est ensemble que nous dessinerons ce que sera le futur de nos peuples et de nos pays, et que bien sûr nous devons le faire dans l'autonomie stratégique que vous avez évoquée, dans l'indépendance, dans la liberté, avec beaucoup d'enthousiasme. Merci en tout cas de l'avoir exprimé si clairement ici. Merci. Nous achevons donc cette matinée. Je voulais vous dire tout d'abord le plaisir que j'ai eu à présider une partie de cette séance, l'honneur que j'ai eu de le faire. Je voudrais vous dire que nous avons échangé ce matin sur un sujet qui nous tient tous à cœur. Et je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes tous ukrainiens, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Je vous demande s'il vous plaît, de bien vouloir récupérer toutes vos affaires, car il y aura cet après-midi une séance à 14h30, séance commune avec le Sénat et l'Assemblée nationale, puisqu'il y aura une déclaration du président de la République. Alors, merci de rejoindre l'escalier d'honneur pour faire la photo de famille en laissant vos manteaux au vestiaire. Vous pourrez les récupérer ensuite. Nous vous invitons ensuite à déjeuner et nous reprendrons ces travaux à 15h30. Merci.